Vous allez sûrement rire de moi, mais jusqu'à tout récemment, je ne connaissais rien sur l'histoire du sauvage de l'Aveyron. J'en avais vaguement entendu parler, à quelques reprises, dans quelques cours à la faculté, où un étudiant voulant impressionner la galerie glissait quelques anecdotes sur l'histoire de Victor de l'Aveyron et de Jean Itard. Pourtant, cela reste un épisode historique assez intéressant, et pour beaucoup, ce serait en France une des premières expériences d'éducation spécialisée. Alors, pensiez-vous peut-être que l'utilisation de renforcement positif est apparue seulement à partir des années 1960 grâce aux approches américaines? Eh bien non. Pensiez-vous peut-être aussi que ce matériel en bois manipulable dit Montessori est une invention de Maria Montessori? Eh bien non. Enfin, vous avez peut-être l'impression que les plans d'apprentissage structurés, programmés, très individualisés sont des idées novatrices et modernes. Eh bien que nenni. Ça existait déjà dans les années 1800. Bref, je vous en dis pas plus, je vous propose plutôt de vous laisser porter par cet extrait de vidéo qui commence maintenant. Et tandis qu'en ville les asiles se développent, de l'autre côté, à la campagne en Aveyron, un curieux phénomène apparaît. On est dans les années 1800 et un mystérieux personnage rôde dans les bois de la Cône. Les gars du coin, paysans et bûcherons, ont déjà fait remonter sa présence, et ça depuis quelques mois. On parle d'un enfant au dos courbé, aux cheveux ébouriffés qui fuit les hommes. On parle même d'un enfant sauvage. Ne sachant pas trop quoi en faire, il le confie directement à un haut responsable local, qui le gardera quelques jours avant de le confier à l'hospice du village. L'âge du jeune garçon est estimé de 12 ans. Il ne parle pas, pousse des cris aigus, son corps était couvert de nombreuses plaies et il ne pense qu'à s'échapper. Quand on le vêtit, il tente tout de suite d'enlever ses vêtements. À ce moment de l'histoire, on pense que c'est juste un enfant sourd-muet parmi tant d'autres. Mais comment a-t-il pu survivre tout l'hiver dans la forêt? L'enfant, ensuite, est envoyé à Paris. En 1801, il rencontre Jean Itard, médecin qui le prend sous son aile et lui donne le prénom de Victor. Il est convaincu qu'il peut l'éduquer, l'intégrer, le socialiser. Pour moi, ce n'est pas un enfant idiot. C'est simplement un enfant qui a eu l'infortune de passer 6, 7, peut-être 8 années dans la forêt, dans une solitude et un isolement absolu. En somme, moi, je pense que cet enfant a été abandonné et probablement égorgé par ses parents parce qu'il était anormal. Vous pensez qu'il est devenu anormal à cause de son isolement? Oui, Et alors pourquoi l'a-t-on abandonné? simplement parce que c'était un enfant illégitime, un enfant encombrant dont il fallait absolument se débarrasser. Ainsi, les premiers avis concernant Victor sont sévères, car pour Philippe Pinel, Victor est un enfant idiot, qui ressemble à ceux qui l'accueillent dans les asiles où il exerce justement. Il conclut que Victor ne peut pas être éduqué. Mais il faut toutefois reconnaître que ce rapide diagnostic n'est pas totalement infondé, car dès son arrivée à Paris, Victor est un enfant malpropre, avec des mouvements saccadés et convulsifs, se balançant sans relâche, mordant et griffant ceux qui le contrarient et indifférent aux personnes qui s'occupent de lui. Cependant, Itard n'est pas vraiment raccord avec ce diagnostic et s'oppose à Pinel. Ainsi, il dit: Je ne partagerai point cette opinion défavorable, et malgré la vérité du tableau et la justesse des rapprochements avec l'idiotisme, j'oserais concevoir tout de même quelques meilleures espérances. CQFD dans vos visages. Il décide alors de prendre en charge Victor pour tenter de le rendre apte à vivre en société. Séduit par ce projet, l'administration, par la voix du ministre Lucien Bonaparte, lui octroie une somme d'argent pour soutenir l'expérience éducative, ainsi qu'une formidable gouvernante, Madame Guérin. Cette expérimentation durera de 1801 à 1806, et Itard sera dans l'obligation de rendre des comptes, publier des rapports détaillés de son expérimentation. Pour Itard, Victor est un enfant victime de 2 préjudices liés à son isolement en forêt, 2 carences majeures. D'abord, l'absence d'un environnement stimulant sensoriellement, qui aurait pu permettre d'éveiller sa sensibilité et par conséquent son attention, sa psyché. Ensuite, l'absence de vie en société, qui l'a isolé de nombreux apprentissages par imitation. Jean Itard alors se propose d'accompagner Victor autour de 5 axes, 5 vues. Première vue de Jean Itard, aider Victor à s'attacher à sa nouvelle vie en société en lui rendant la transition plus douce, plus agréable et plus analogue à celle qu'il avait anciennement vécue en forêt. Ainsi, Victor il a dû s'acclimater assez vite d'une vie en conditions naturelles en forêt à un environnement plutôt de vie en société. Au foyer des jeunes sourds, là où il a été admis dans un premier temps, il avait du mal à se mélanger avec les autres et il était plutôt en repli, il se cachait dans des recoins.
mais Itard, il va quand même tenter petit à petit à adapter Victor à la vie en société. Il décide alors de quitter l'établissement des jeunes sourds pour une propriété plus à l'écart de la ville. Jean Itard, avec l'aide de Madame Guérin, va tenter d'accompagner cet enfant tout en gardant les anciennes habitudes de sa vie passée. Ainsi, Victor aime certains aliments plus que d'autres, il aime aller dehors, le contact avec la nature, tout ça ils vont le garder. Son contact avec le vent, la neige, la lumière, la lune, tout ça provoque chez lui des réactions à l'intérieur de lui qui sont très fortes. Jean Itard s'appuie de ses goûts pour qu'il se sente comme chez lui. Progressivement, Jean Itard va tenter de rééquilibrer les choses. Il aura de moins en moins d'activités de jeu pour viser un petit peu plus son objectif pédagogique avec plus d'activités éducatives. Seconde vue de Jean Itard, réveiller la sensibilité nerveuse de Victor. Pour le médecin éducateur, Victor a l'essence complètement engourdie suite à l'absence de stimulation riche et intense lorsqu'il vivait en forêt. Et pour témoigner de cela, il s'appuie d'observations faites à l'Institut des sourds-muets. Par exemple, plusieurs fois, il a observé en plein hiver, dans la cour, Victor complètement accroupi, à demi nu, sur un sol humide et ainsi exposé au froid pendant des heures, à du vent frais et un temps pluvieux, et cela sans se les geler. Il y aurait donc une absence de sensibilité au froid, mais aussi il semble y avoir une absence de sensibilité à la chaleur. Ainsi, je cite, « Ce n'est pas seulement pour le froid, mais encore pour une vive chaleur que l'organe de la peau et du toucher ne témoignait d'aucune sensibilité. » Il lui arrivait journellement, à Victor, quand il était auprès du feu et que les chardons ardents venaient à rouler en dehors de l'âtre, de les saisir avec les doigts et de les replacer sans trop de précipitation sur les tissons enflammés. Autre situation, on l'a surpris plus d'une fois dans la cuisine, enlevant de la même manière les pommes de terre qui cuisaient dans l'eau bouillante. Et je puis vous assurer qu'à ce temps-là, il avait encore un épiderme fin et velouté. Jean Itard conclut à une sorte d'absence de sensibilité fine pour Victor, ayant pour origine des sens trop peu stimulés quand il vivait à la forêt. Or, le médecin éducateur souhaite développer sa sensorialité et par la même occasion, stimuler son attention. Car quand on stimule les sens, l'attention se déporte sur la sensorialité et donc elle est stimulée. Prenons l'exemple du bain. C'est un moyen simple mais efficace pour travailler la sensorialité en modulant la chaleur de l'eau. Ainsi, la chaleur va réveiller ses sens, la température pourra être agréable et ainsi peut-être la prochaine fois où il reprendra un bain où l'eau est trop froide, il va commencer à communiquer, à y prendre attention, à réclamer cette température auprès des adultes qui sont à côté de lui et commencer à interagir avec le monde. Aussi, cette chaleur agréable, il va commencer petit à petit à la rechercher ailleurs, comme par exemple dans des vêtements, et il va comprendre l'utilité de porter des vêtements chauds. Et c'est ainsi qu'avec des expériences sur la sensorialité, ça va développer le psychisme de Victor, sa concentration et son interaction avec le monde. Troisième vue, étendre la sphère de ses idées en lui donnant des besoins nouveaux et en multipliant les rapports avec les personnes de son environnement. La nouveauté, Victor, c'est pas vraiment son truc. Et lui trouver des autres centres d'intérêt, des nouveaux besoins, c'est difficile. Itard, tout bonnement, a commencé par les jouets d'enfants de son âge. Mais c'était pas son truc, c'était très loin de le captiver. Il faisait toujours en sorte de cacher ses objets, voire de les détruire, voire de les jeter dans le feu. Bref, les jouets d'enfants de son âge, ça l'intéressait pas. Mais finalement, Jean Itard arrive à captiver l'attention de Victor sur un ou deux amusements. Par exemple, à la fin d'un repas, il avait pour coutume de faire une sorte de jeu de bonneteau. Ainsi, dans des verres en argent inversés, il y glissait un marron. Le fait de tourner les verres permettait de captiver l'attention et la concentration de Victor. Au fil des jeux, il a même pu retirer ce marron pour éviter d'être juste un jeu de gourmandise, mais un jeu de plaisir avec un objet non comestible. On peut dire que quelque part, avec ce jeu de bonneteau, Jean Itard pouvait stimuler l'attention de Victor et faire un véritable exercice de stimulation cognitive travaillant l'attention, le jugement et la fixité du regard. Autre besoin nouveau, en fait, il faut savoir que Victor, les sucreries, c'est pas du tout son truc. Les machins sucrés, il aime pas. Par contre, c'est un grand fan de pommes de terre. Ainsi, ils ont mis en place un petit rituel hebdomadaire où Victor et Jean Itard allaient en ville pour manger.
des variantes de plats de pommes de terre. Et apparemment, c'est un besoin qui était très stimulant pour lui, au point même que lorsqu'il ne pouvait pas y aller, il était presque en dépression de ne pas pouvoir y aller. Quatrième vue, conduire Victor à l'usage de la parole grâce à la loi impérieuse de la nécessité. C'est quoi la loi impérieuse de la nécessité? En gros, c'est la gourmandise. Tu veux du lait, tu le demandes. Tu veux de l'eau, tu le demandes. Tu as vraiment besoin de manger impérieusement, tu le demandes. Alors, pour le fan de langage qui était Jean Itard et d'oralisation, cette partie est assez frustrante. Il avait du mal à produire le langage chez Victor. Ainsi, je le cite. « Si j'avais voulu ne produire que des résultats heureux, j'aurais supprimé de cet ouvrage cette quatrième vue. Les moyens que j'ai mis en usage pour la remplir et le peu de succès que j'en ai obtenu. » Une des premières choses que Jean Itard a cherché à faire, c'était de démontrer que Victor de l'Aveyron était apte à acquérir le langage. Ainsi, il fallait démontrer déjà qu'il n'était pas sourd. Ainsi, s'il n'en a rien à secouer d'une détonation de revolver, Vous avez vu? Il n'a pas réagi. on peut remarquer que quand il entendait un petit bruit de noix, un petit bruit de marron ou bien même des clés tournées dans une porte, son attention était captivée, voire il cherchait la source de ce bruit. Pourtant, au village, je l'ai vu se retourner quand quelqu'un a cassé une noix derrière lui. Écrivez. Indifférent à l'égard des bruits les plus forts, alors qu'il se retourne quand on brise une noix derrière lui. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître les sons pour acquérir au langage, il faut aussi savoir avoir la perception d'articulation de sons, d'articulation de syllabes. Pour Jean Itard, il pense que Victor est capable d'atteindre cette capacité. À mon avis, la seule cause de son mutisme, c'est l'isolement dans lequel il a vécu jusqu'ici. Au fil du temps, Victor va réussir quand même à produire quelques petites syllabes. Par exemple, il y a le mot « lit ». On ne sait pas si finalement ça vient du mot « lait » ou bien si ça vient du nom de Julie, qui est la fille de Madame Guérin avec qui il aime s'amuser. Aussi, il va reprendre cette exclamation « Oh, dis !» qui vient en fait d'une expression typique de Madame Guérin qui est le fameux « Oh, Dieu !» qu'il aime répéter à toutes les sauces. Et si cette communication fonctionnelle à l'oral lui est difficile, il est totalement capable de s'exprimer par les gestes. Ainsi, lorsqu'il veut du lait, il tape sur un petit bol. Ainsi, s'il veut faire un tour de brouette parce que c'est trop rigolo d'être dans la brouette, eh bien, il va tirer une personne en direction de la brouette. Et enfin, cinquième vue de Jean Itard, exercer Victor pendant quelque temps sur des objets dont il a besoin, les plus simples opérations de l'esprit, pour progressivement arriver sur des exercices, disons, de plus en plus scolaires, typiques de l'instruction. Pour Jean Itard, pour que l'homme puisse s'élever et ainsi quitter sa condition animale, il doit s'instruire, raisonner, réfléchir. Ainsi, il va pousser Victor à s'instruire et à réfléchir. Et pour accéder à ses capacités intellectuelles les plus poussées, Jean Itard va partir de ses centres d'intérêt, vous avez compris, les pommes de terre et bien d'autres choses. Ainsi, je cite, « Toutes les fois où il s'agissait de ses besoins, son attention, sa mémoire et son intelligence semblaient s'élever comme au-dessus de lui-même. Et je ne crains pas de dire que je regarde comme une grande preuve d'intelligence que d'avoir pu apprendre au bout de 6 semaines de séjour à la société à préparer ses aliments avec tous les soins et les détails nécessaires. » C'est ce que nous a transmis le citoyen Bonater. Bref, fort de ce constat, Jean Itard pensa aller alors beaucoup plus loin avec Victor, en utilisant sa fameuse loi impérieuse de la nécessité, évidemment, mais en plus du matériel éducatif de l'abbé de Sicard, un ancien qui travaillait aussi avec les sourds-muets. Et tant de sa progression. Bon, je me sens pas capable de résumer toutes les tâches qu'Itard a réalisées avec Victor une par une. Jean Itard en est même arrivé à un point où il a réussi à faire à Victor demander du lait avec des lettres métalliques qu'il devait remettre en ordre pour former le mot lait, L-A-I-T. Bref, je m'arrête là pour Jean Itard et ses 5 vues pour mieux accompagner Victor, mais je trouvais ça assez intéressant qu'il y a 225 ans, déjà on pouvait tenter d'accompagner à peu près correctement un enfant différent. Je ne dis pas que Jean Itard est un exemple à suivre, il a dû sûrement faire des violences éducatives ordinaires et quelques écueils. Au bout de 5 ans d'accompagnement de Victor, Jean Itard semble se lasser, Victor ne progresse plus, il ne parle pas, son développement intellectuel ne s'améliore pas non plus,
Alors il lui laisse une vie paisible chez sa gouvernante Madame Guérin. C'est 22 ans plus tard, en 1828, que Victor décède à l'âge de 40 ans.